Merci Pascal et merci aux organisateurs de m'avoir demandé de faire cette présentation. Donc, ce matin, vous avez eu des exposés qui étaient assez techniques sur les expositions, les expositions en situation professionnelle. Là, je vais aborder des questions qui sont plus sur les déterminants professionnels et sociaux qui peuvent survenir dans un contexte d'épidémie, puisque nous avons donc, comme un accord, pandémie sociale COVID-19. Et donc, cet exposé, en fait, il est fait en collaboration avec l'équipe Covid de l'Observatoire de santé de France et en collaboration avec un consortium de chercheurs pour la suite, en tout cas, des travaux. Je vous présente un. Alors, donc j'en étais simplement à décrire la demande que nous avait fait l'Agence régionale de santé d'Île-de-France au mois de mars. Ils voulaient avoir des éléments pour mieux comprendre l'épidémie et notamment pouvoir orienter les actions sanitaires sur les quartiers les plus, disons, sur lesquels l'épidémie se portait le plus. Donc, ils nous ont saisis à l'Observatoire pour faire une étude géographique dans un premier temps. Quand on est à cette période de l'épidémie, comme je vous le montrais dans le graphe précédent, on dispose des indicateurs suivants: les nouvelles hospitalisations, les nouvelles admissions en réanimation, les nouveaux décès et les retours à domicile. Donc, ceci nous a amené à travailler sur les données les plus rapidement utilisables, qui étaient en fait tout simplement les décès qui remontaient de façon assez rapide à l'INSEE. La difficulté qu'on a eue, en fait, donc ça a donné lieu à deux publications, l'une qui est sortie en avril 2020 et une autre en juillet 2020. Vous avez les liens en dessous pour vous y référer si vous souhaitez plus de détails. Donc, la difficulté, en fait, de l'utilisation des décès qu'on avait, c'est que les premières données qu'on a eues n'étaient pas des décès domiciliés, c'est-à-dire que les décès étaient renseignés au lieu de l'adresse du lieu de décès. Or, il se trouve qu'une proportion importante de personnes décédant à l'hôpital décèdent souvent dans un hôpital extérieur à sa commune de résidence. Donc, on a pu, grâce à l'INSEE, obtenir des données des décès domiciliés et nous avons tout simplement comparé les décès sur la période mars-avril 2020 aux décès survenus en mars et avril des 5 années précédentes. Tout ça pour atténuer des effets conjoncturels qui auraient pu survenir, comme des épidémies de grippe qui sont très irrégulières d'une année à l'autre. On a comparé plusieurs indicateurs et l'indicateur que je vous présente ici, donc je résume un petit peu l'étude, c'est, je vous présente les taux de mortalité de mars et avril, comparé au taux de mortalité 2020, pardon, comparé au taux de mortalité des 5 années qui précèdent sur la même période. L'avantage de ces indicateurs taux de mortalité, c'est qu'ils tiennent compte de la structure d'âge des zones géographiques étudiées. Donc, vous avez cette carte qui vous présente les taux standardisés de mortalité à deux échelles géographiques ici, à l'échelle intercommunale, qui sont des regroupements de communes, et à l'échelle communale. Vous voyez des zones en grisé qui sont des zones qui ne sont pas suffisamment peuplées pour que l'on puisse avoir des données dont les résultats portent des résultats statistiquement significatifs. Donc, vous en avez quand on regarde la grande couronne, mais même quand on regarde la proche couronne très densément peuplée, on a aussi des zones qui ne sont pas statistiquement significatives. Je vais revenir sur la description de chacune de ces cartes. Là, on voit quand même déjà dans un premier temps qu'on a toute la zone nord-est de Paris, Seine-Saint-Denis et puis Val d'Oise, et qu'on a en proche couronne des zones qui sont également en surmortalité supérieure au reste, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Épinay, Le Bourget, Ormesson-sur-Marne. Et puis après, on a des zones qui sont en surmortalité, mais un peu moins élevées. Alors, donc, en reprenant la carte globale, vous avez ici, je vous ai remis les noms des territoires qui sont les plus en surmortalité pendant cette période-là. C'est donc Plaine Commune et Est ensemble, ces deux territoires-là où on voit un chiffre de 2,6 et 2,4 respectivement. Ça veut dire que le taux observé en 2020 est 2,5 fois le taux observé sur les 5 années qui précèdent. Donc, on a ici ces deux territoires, plus Roissy, Pays de France, qui sont les territoires les plus
en surmortalité. Si on passe à l'échelle de la commune, je vous disais à l'instant que pour l'échelle communale, on avait également des zones de surmortalité. J'étais sur la proche couronne, mais là, je suis sur l'ensemble de l'Île-de-France et vous voyez là qu'en fait, il y a beaucoup de zones sur lesquelles on ne peut pas faire d'analyse statistique. Oups. Voilà, donc ça, c'est simplement un petit zoom sur la proche couronne. Alors, les hypothèses socio-professionnelles qu'on peut émettre par rapport à ce qui a pu influencer la gravité de l'épidémie, elles sont un peu de deux types. Les hypothèses qui portent plutôt sur le risque de transmission et les hypothèses qui portent sur le risque de forme grave. Donc, je vais tout de suite éliminer les risques de forme grave parce qu'en fait, elles portent plus sur des variables individuelles, le sexe et l'âge d'une part, et les comorbidités, obésité, diabète respiratoire, etc. Et je vais donc redécrire les hypothèses associées au risque de transmission. D'abord, les caractéristiques démographiques des territoires analysés. Plus les familles sont nombreuses, plus il y a risque de contact, plus il y a risque de contagion. Les conditions de vie, avec notamment les questions de l'habitat et de la suroccupation des logements. Le type d'urbanisation, notamment la densité de population, la densité urbaine. Et puis, les expositions professionnelles, notamment en ce qui concerne les travailleurs qu'on appelle souvent les travailleurs clés, qui sont les personnes qui ont travaillé sur leur lieu de travail habituel pendant le confinement. Autre élément important qui a pu jouer, c'est les expositions qui ont pu avoir lieu lors de transports entre le domicile et le travail. Je vous remets simplement la carte de mortalité pour bien visualiser la zone la plus sujette à une surmortalité en Île-de-France et l'associer. On est bien évidemment dans une approche tout à fait descriptive, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant et informatif, et pouvoir l'associer aux autres cartographies des indicateurs dont je vous ai parlé, qui seraient plutôt les déterminants sociaux et professionnels. Premier indicateur qui nous donne une idée de ce qu'on appelait les familles nombreuses, notamment avec des enfants jeunes. Ici, on a pris la part des ménages qui comptent au moins 3 enfants de 11 ans ou moins. Tout ça, c'est des données qui sont prises à partir du recensement de population. Vous voyez par le petit ovale que la région en question est très concernée par cette question des familles nombreuses. Deuxième déterminant important, la question de la suroccupation des logements, qui peut être abordée de plusieurs façons. Ici, on a la surface médiane par personne, c'est-à-dire en fait, dire que 50% des personnes du territoire sont en dessous et 50% au-dessus de la valeur en question. Et donc là, vous voyez que les zones claires sont les zones où il y a peu de surface par personne, donc suroccupation de logement. Et que là encore, on se retrouve avec d'autres zones, notamment la Seine-Saint-Denis, qui est concernée par ces questions de suroccupation. Un indicateur très voisin, c'est le nombre médian de pièces par personne. Alors pourquoi je vous l'ai indiqué, on peut penser que c'est un peu redondant. C'est redondant si on le regarde comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est de le regarder pour les ménages avec enfants. C'est-à-dire donc du coup, pour ceux qui cumulent à la fois des familles nombreuses, donc des logements très habités, et qui en fait ont très peu de pièces par personne. Vous voyez, en fait, ici, on avait la zone de Paris notamment qui était concernée par des logements exigus, alors que là, quand on regarde bien évidemment les familles nombreuses, on se rend compte que c'est moins la zone parisienne intramuros qui est concernée et plus la Seine-Saint-Denis. Ensuite, je vais vous parler en introduction de l'aspect densité urbaine. Alors là, on voit très clairement que la densité urbaine, elle est différemment distribuée. Elle est distribuée du centre vers l'agglomération jusqu'à la ruralité où là, la densité est très faible. Mais on est encore dans des zones qui sont relativement denses par rapport à la zone de surmortalité décrite plus tôt. Un autre indicateur qui regroupe pas mal d'aspects sociaux et économiques, c'est le revenu médian disponible, donc que j'ai indiqué ici à titre indicatif. Et donc, ce qui est là, en fait, en vert, ce sont les zones qui ont le revenu médian disponible par unité de consommation le plus faible. Alors, on parlait des comorbidités tout à l'heure, je disais que c'est un facteur individuel, mais c'est un facteur qu'on observe aussi sur le plan territorial. Si on regarde tout simplement comme indicateur
le nombre de personnes qui sont en affection longue durée pour diabète dans chacun des territoires, eh bien, on s'aperçoit que la zone du nord-est parisien de Proche-Couronne, du nord-est de Proche-Couronne, est très concernée. Donc là, j'ai abordé tous les travailleurs, tous les déterminants autres que les déterminants professionnels. Là, je vous ai simplement mis, il y a une publication à apparaître sur la description de qui sont les travailleurs clés, qui on a considéré comme travailleurs clés lors de la première vague de Covid-19. Donc là, je vais aller un petit peu plus en détail sur la question des travailleurs clés. Donc pour mémoire, le 17 mars, le confinement est promulgué en France. Et plusieurs millions de travailleurs voient leur emploi maintenu pour des intérêts publics, soit des intérêts du quotidien, c'est le cas des commerces alimentaires, pour des intérêts sanitaires, services de santé, industrie pharmaceutique, traitement des eaux, ramassage des déchets, nettoyage, services funéraires, pour des intérêts de logistique, tout ce qui est transport et entrepôt, ou pour des intérêts utilitaires, fournisseurs d'énergie, électricité, pétrole, gaz, services informatiques, construction. Ces travailleurs sont désignés souvent travailleurs clés. Un grand nombre d'entre eux étaient sur le front, en ce sens qu'ils étaient directement au contact soit de malades Covid, soit de patients qui pouvaient être exposés pouvaient être contaminés sans qu'on le sache, ou de la population générale avec de nombreux contacts sociaux qui rendaient leur exposition plus probable. Donc nous avons établi une première liste de 20 métiers. Et nous avons ajouté à cette première liste de travailleurs, disons, sur le front, une liste de 15 métiers complémentaires qui également ont continué à travailler sur site, mais pour lesquels on peut considérer, vu leur activité, qu'ils avaient un petit peu moins de contacts sociaux. Ici, je ne vais pas vous décrire en détail la liste des travailleurs que nous avons retenus. En gros, ils se distinguent en 4 groupes. Le personnel hospitalier, bien sûr, et funéraire, malheureusement. Ensuite, les autres professions de santé, infirmiers libéraux, médecins libéraux et pharmaciens, les commerçants de l'alimentation, bouchers, charcutiers, boulangers, buralistes, caissiers et vendeurs, et d'autres métiers essentiels comme les agents de propreté, les facteurs livreurs, les forces de l'ordre, les pompiers et les conducteurs de transport en commun. Là, simplement, c'est un transparent de détail pour préciser que nous n'avons retenu parmi les caissiers et vendeurs que ceux des NAF, des secteurs économiques de l'alimentation. Alors, le lieu de résidence des travailleurs clés, voilà où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'ensemble de ces métiers, on se rend compte que leur répartition sur le territoire n'est absolument pas homogène. Et notamment, si je remets encore mon fameux ovale, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, en Seine-Saint-Denis et dans le sud du Val d'Oise, il y a quand même beaucoup de travailleurs clés qui résident, hein, c'est le lieu de résidence. Par ailleurs, si on regarde autre caractéristique importante, la part des travailleurs clés qui utilisent les transports en commun, associée bien évidemment au fait de résider en proche couronne, hein, puisque dans Paris et en proche couronne, on utilise énormément les transports en commun, eh bien on se rend compte également qu'une part très importante de ces travailleurs utilisent les transports en commun. Autre façon de voir le déplacement des travailleurs clés, là on a récupéré ça des données du recensement de population. Eh bien, en fait, on se rend compte, alors pour lire ce schéma, que je vous décrive, si je prends par exemple l'Île-de-France, ça veut dire qu'on a 29% des travailleurs qui travaillent dans leur propre commune, 31% qui travaillent non pas dans leur commune, mais par contre quand même dans leur département, et 38% qui ne travaillent ni dans leur département, ni dans leur commune, mais dans la région. Et donc, on se rend compte que si il y en a 38% en Île-de-France qui ne travaillent pas dans leur propre département, plus 1,2, c'est ceux qui travaillent encore à l'extérieur de l'Île-de-France, eh bien, on voit par exemple qu'en Seine-Saint-Denis, ils sont près de 50% à travailler dans un département différent de leur département de résidence. Donc, vous voyez qu'à ce stade-là, on est vraiment à un stade très descriptif, donc il n'est absolument pas possible de dégager des relations de causalité, hein. Mais ce qu'on a pu voir, et ce qu'on peut voir même un peu plus en détail si on regarde les cartes avec plus d'attention, si je puis dire, c'est qu'il y a des territoires qui cumulent des caractéristiques démographiques défavorables, des conditions de logement défavorables, une urbanisation également défavorable, des expositions professionnelles, enfin disons plutôt un contexte professionnel qui peut les amener à avoir été plus facilement exposés, des contextes de mobilité également,
et puis des comorbidités. Donc, à ce stade, nous en sommes là sur cette question des déterminants sociaux et professionnels, et nous sommes en train d'aller un petit peu plus loin pour mettre en relation les variables professionnelles et sociales avec la surmortalité observée pendant cette période, donc avec les collègues dont je vous parlais dans la première diapositive. Et puis, on nous a également demandé à l'Agence régionale de santé de travailler sur la question des dépistages, donc d'analyser également si on peut, par les déterminants sociaux et professionnels, avoir des éléments qui nous renseignent sur la vitesse de propagation dans certains territoires et qui permettent comme ça d'orienter les actions de dépistage ou d'intervention sur les territoires prioritaires. Sur la question des travailleurs clés, on a également des travaux qui soit sont en cours, soit vont être initiés. C'est le cas par exemple d'une étude sur l'incidence de la Covid-19 par profession à la demande de la Directe Île-de-France. On est également en train d'approfondir notre description des travailleurs clés d'Île-de-France par territoire plus précis que les intercommunalités, c'est-à-dire par les communes, en collaboration avec l'INSEE Île-de-France. Et enfin, on travaille également avec des collègues de l'Institut Paris Région sur tout ce qui sont les enjeux économiques et sanitaires des travailleurs clés, qu'on appelle parfois travailleurs également essentiels en Île-de-France. Parce que finalement, ce sont des travailleurs qui sont des travailleurs souvent un peu, même beaucoup, très invisibles, qui ont été indispensables pendant la première phase de l'épidémie et pour lesquels se posent des questions. Nos collègues travaillent sur le logement, c'est-à-dire qu'en fait, la question des travailleurs essentiels et leur logement est une question fondamentale parce qu'en fait, ça peut être très pénalisant quand il y a des événements sanitaires ou environnementaux de France, que ce soit là pour l'épidémie, mais en cas de tempête, d'inondation, etc. C'est des questions qu'il faut se poser. Et puis la question économique, alors la question économique, là je renvoie à la question de la reconnaissance de tous ces travailleurs qui d'ailleurs donne lieu à une mission qui a été demandée par le ministère du Travail, je crois, début novembre, à deux personnes dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et donc pour établir déjà disons une sorte de nomenclature de ces travailleurs et puis travailler à la reconnaissance de leur carrière, la reconnaissance de leurs emplois. Je vous remercie de votre attention et je remercie également, bien sûr, l'Agence régionale de santé, la région, l'INSEE et la Directe Île-de-France de leur soutien.